Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à un document qui est bien plus qu'un simple texte de loi. C'est en quelque sorte le système d'exploitation de la vie de tous les jours au Maroc, le Code des obligations et des contrats. Alors ce texte, il date de 1913, vous imaginez? Et pourtant, il régit encore tout, que ce soit pour louer un appartement ou pour signer de gros contrats. On ne va pas se contenter de le lire, non. On va partir ensemble à la découverte de ses aspects les plus surprenants et voir comment ces principes continuent de façonner la société. Alors, quel est le programme? On va commencer par les bases, puis on abordera la responsabilité personnelle, ensuite on verra comment les accords sont conclus, ce qui se passe quand les choses tournent mal, et pour finir, comment tout cela s'applique dans un cadre professionnel. C'est parti pour la première section. On commence donc avec les fondations, ce qu'on pourrait appeler les règles du jeu pour tout le monde. C'est ici que le Code pose les principes de base sur la façon dont les gens doivent interagir entre eux en société. Maintenant que les règles sont posées, une question vient tout de suite à l'esprit. Quand ça tourne mal, qui est responsable? Voyons comment le Code aborde cette question, non seulement pour nos propres actions, mais aussi, et c'est là que ça devient fascinant, pour celles des autres. Pour illustrer ça, prenons un cas très concret, une question que beaucoup se posent. Imaginez, un enfant cause un dommage. Légalement, qui paie les pots cassés? Le Code, lui, a une réponse très précise là-dessus. Et la réponse, on la trouve dans l'article 85, et il est sans ambiguïté, ce sont les parents les responsables. Mais attention, l'idée va beaucoup plus loin que la simple famille. Ce principe de responsabilité pour autrui, il s'applique aussi par exemple à un artisan pour les dégâts de son apprenti, ou même un enseignant pour ses élèves, tant qu'ils sont sous sa surveillance bien sûr. En gros, l'idée c'est que l'autorité, ça vient avec la responsabilité. Et tenez-vous bien, voilà un autre exemple assez étonnant tiré de l'article 87. Imaginez des animaux sauvages qui causent des dégâts sur une propriété. En principe, le proprio n'est pas responsable. Mais, et c'est là toute la subtilité, il le devient s'il a fait quelque chose pour attirer ou garder ces animaux-là. Par exemple, s'il a un parc privé ou des ruches. La responsabilité naît donc de l'action, pas juste du fait d'être propriétaire. Cette idée de responsabilité, elle nous amène tout droit à notre troisième point, l'art de la négociation. Parce qu'un contrat, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un accord sur des responsabilités qu'on partage. On va voir comment le Code fait en sorte que ces accords soient clairs, justes et surtout qu'ils fonctionnent dans la vraie vie. L'article 465, c'est un parfait exemple de l'esprit pragmatique de ce Code. En gros, ça dit que si une phrase dans un contrat peut vouloir dire deux choses différentes, on doit toujours choisir le sens qui fait que le contrat marche, pas celui qui le rendrait caduc. Le but, ce n'est pas de jouer sur les mots pour trouver une faille, mais de faire en sorte que l'accord tienne la route. Pour que ce soit encore plus parlant, regardons l'article 518. C'est simple, quand on achète un immeuble, qu'est-ce qui est inclus par défaut? Le Code est super clair pour éviter les embrouilles. Le terrain juste en dessous, les portes, les fenêtres, les clés bien sûr, les escaliers fixes et même les tuyaux d'eau. C'est une sorte de checklist pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Bon, on a vu comment bâtir un contrat solide. Mais voilà, la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des imprévus. Alors on passe à la quatrième partie. Qu'est-ce qui arrive quand un contrat ne peut tout simplement pas être rempli à cause de circonstances exceptionnelles, des choses qui nous dépassent complètement? Pour ça, le Code a un terme très précis, la force majeure. C'est un concept juridique capital. L'article 269 le définit comme un événement qu'on ne pouvait ni prévoir ni empêcher et qui rend l'exécution du contrat impossible. Pensez à une catastrophe naturelle par exemple. C'est le cas classique de force majeure. Et pour qu'on comprenne bien, l'article 269 donne des exemples très concrets. On y trouve les inondations, les sécheresses, les incendies et, plus surprenant, les sauterelles. Oui, les sauterelles. Cette mention est géniale parce qu'elle montre à quel point ce Code, même s'il a plus de 100 ans, est ancré dans des réalités très concrètes. Il reconnaît que parfois, certains événements sont juste hors de notre contrôle. Allez, on arrive à notre cinquième et dernière partie. Maintenant, voyons comment ces grands principes de responsabilité, de clarté et de force majeure s'appliquent concrètement dans un contexte commercial et d'emploi. Prenons un scénario avec de lourdes conséquences. Un architecte dessine un bâtiment, il est construit, et des années plus tard, il s'effondre. Au-delà du drame, la question se pose, qui est responsable? C'est une question très sérieuse, et la réponse du Code est là pour protéger tout le monde. L'article 769 est très direct là-dessus. Il met en jeu la responsabilité des architectes et des entrepreneurs. Si l'effondrement est dû à un défaut de matériaux, à un vice de construction ou même à une mauvaise analyse du sol, eh bien, ils sont tenus pour responsables. C'est une façon de s'assurer que les pros du bâtiment garantissent la qualité et la sécurité de leur travail sur le long terme. Et ce long terme, c'est combien de temps? Le Code fixe la durée de cette responsabilité à 5 ans après la fin des travaux. C'est une garantie vraiment importante qui trouve un juste équilibre entre la protection du public et la responsabilité des professionnels. On a parlé des murs, maintenant parlons des gens qui travaillent à l'intérieur. Que se passe-t-il quand leur entreprise est rachetée?
Là encore, le code apporte une protection sociale fondamentale. Il stipule que les contrats de travail restent en vigueur même si l'entreprise change de propriétaire. Les droits des employés sont donc préservés, ce qui assure une certaine stabilité. Et on termine avec cette question qui résume un peu tout. Dans un monde de contrats numériques et de business mondialisé, comment un code de 1913 peut-il être encore aussi pertinent ? De la responsabilité d'un parent à l'effondrement d'un immeuble, en passant par les invasions de sauterelles, ce code continue d'offrir une structure solide à la société marocaine. Sa force, finalement, ce n'est pas tant ses détails que ses grands principes. L'équité, la responsabilité, la clarté. Des valeurs qui, elles, ne se démodent pas.